Bien, alors je vais briser la glace d'abord en remerciant Ronald, en remerciant la Commission intermondialiste et Solidarité internationale de Québec solidaire de m'avoir invité pour discuter de ce sujet brûlant, de ce sujet qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs comme historien, parce que ça concerne pas seulement des questions nationales ou des questions internes, mais des questions internationales. C'est un sujet qui est très international, très lié au contexte international. Et c'est sur ce plan-là que je vais placer mon intervention. Je vais essayer de discipliner 10 minutes maximum, ne pas dépasser 10 minutes, même si c'est difficile pour un professeur de respecter ce genre de contraintes, mais je vais essayer. Alors, j'ai quelques propos, quelques idées générales à mettre devant vous qui pourront donner lieu à une discussion. D'abord, une idée première, c'est que la présence de musulmans et de l'islamophobie sont liées au contexte international, à savoir les guerres permanentes menées contre le monde arabe, le monde musulman, par les pays occidentaux, les grandes puissances occidentales essentiellement, depuis un certain temps. Première idée. Deuxième idée, c'est que le recul de l'islamophobie et du racisme est lié à l'arrêt de ces guerres, à l'arrêt de cet assaut généralisé contre le monde arabe et musulman. Donc les deux, c'est symétrique. Premièrement, le sujet apparaît suite aux guerres, et le sujet va être réglé avec la fin des guerres, la fin de ce long. Alors, il faut jeter un coup d'œil sur le passé, un regard rétrospectif pour comprendre la situation. Pourquoi il y a des musulmans qui sont hors de leur pays, et pourquoi il y a donc cette situation que nous discutons, qui a mené à la discussion d'aujourd'hui. On a d'abord des populations qui ont été déracinées par une offensive générale contre leur pays. Des offensives qui remontent jusqu'aux années 60 au moins, et ces populations sont majoritairement musulmanes. Alors, cette offensive entraîne alors un mouvement de population qui se déplace vers d'autres pays à cause de la contrainte, à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi cela? Pourquoi ces guerres ont lieu? Pourquoi cette situation s'est développée? Quelques explications. Les pays arabes ont connu l'indépendance durant les années 50-60 dans une période de grand espoir, un grand projet moderniste de développement, d'indépendance, de progrès sur tous les plans. Alors les pays nouvellement indépendants ont subi immédiatement l'assaut, depuis les années 60, depuis le lendemain de leur indépendance, par un assaut militaire, un assaut social, un assaut économique, par les grandes puissances, notamment les États-Unis, qui ont pris la suite des puissances coloniales vaincues. Oui, en fait, je veux juste vous dire bonjour parce que oui, j'ai averti tout le monde. Commission culture, mais j'ai averti tout le monde. Salut, exactement. Merci d'être là. J'espère que vous avez un beau moment avec ces très intéressantes personnes. On aura l'occasion de se regarder plus. Ça marche. Alors, merci aussi à la commission thématique. Salut. Alors je dis un assaut généralisé, économique, social et politique, pour remettre en question leur indépendance. Les États-Unis prenant la suite des puissances coloniales, France et Grande-Bretagne, qui dominaient la région. Alors, un projet national, le projet national des mouvements indépendantistes, qui ont fait l'indépendance, un projet qui est aussi laïque, est donc mis à mal par cette pression externe, par ces attaques militaires, notamment par exemple la guerre de 67 contre les pays arabes, jette les pays arabes, le monde arabe, dans le désarroi. L'avenir n'est plus clair, le projet national s'est effondré, il n'y a plus d'espoir, ce qui ouvre la voie alors à l'islamisme. Ce qu'il faut comprendre, et ça j'ai souvent l'occasion de rappeler à mes étudiants, ils pensent que l'islamisme, ça a toujours été le cas, c'est toujours dominant, il a toujours été présent. C'est faux. L'islamisme n'a connu une montée qu'après ces attaques des années 60 et le recul du projet national. C'est à partir des années 70 que l'islamisme était marginalisé, qui était souvent considéré comme résiduaire, quelque chose restant du passé, monte à la surface, prend le dessus et finit par remplacer le projet national. On a l'impression aujourd'hui que ça a toujours été comme ça. C'est pas comme ça, c'est un phénomène historique. Il a commencé durant les années 70, il est dominant parce que le projet national s'est désagrégé. Il a été soumis à de très fortes pressions. L'islamisme et l'islamisation donc remplit le vide et entraîne alors le retour de coutumes, de pratiques, d'une religiosité qui était dépassée dans le contexte de l'indépendance, dans le contexte de la libération nationale et des indépendants des années 50-60. C'est donc un retour au passé, un retour à des choses qui étaient refoulées, ou restant comme destinées à disparaître, qui revient à la surface. Entre-temps, les États-Unis eux-mêmes mobilisent l'islamisme pour l'utiliser contre l'Union soviétique.
L'islamisme devient un instrument aux mains d'une puissance étrangère qui s'en sert contre son rival soviétique, notamment en Afghanistan. C'est la base du djihadisme. Le djihadisme est un produit en partie américain. On l'oublie. Ce sont les États-Unis qui ont produit en partie avec l'Arabie Saoudite, avec les services de renseignement pakistanais. Ce sont les États-Unis qui produisent le djihadisme pour s'en servir contre leur adversaire. Donc ils domestiquent l'islamisme à leur propre fin. Avec la fin de l'Union soviétique, 90-91, les États-Unis passent à l'offensive directe contre le monde arabe, se disant qu'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'arival, il n'y a plus d'Union soviétique pour soutenir le monde arabe. On peut donc passer à l'offensive et essayer donc de prendre le contrôle de la région. C'est le centre de la guerre de 90-91 contre l'Irak. C'est une offensive pour la première fois, les États-Unis envoient de leur armée pour occuper un pays arabe. C'est dû au recul de l'Union soviétique, c'est dû aussi à l'affaiblissement du monde arabe. Plus généralement, les États-Unis sont à la recherche d'un ennemi. Le communisme de l'Union soviétique n'étant plus dans le portrait, contre qui justifier cet armement? Comment mener des conquêtes mondiales sans se dresser à un ennemi comme étant le repoussoir ou la cible? La cible inventée, c'est la cible, c'est l'islam. L'islam arrive à l'air dans le portrait pour remplacer le communisme et justifier donc les opérations expansionnistes agressives américaines. Alors, l'islam, on s'en sert dans le cadre de cette théorie du choc des civilisations, qu'on invente à ce moment-là, assez opportunément, pour justifier le conflit contre l'islam. On l'invente aussi avec la guerre contre le terrorisme, qui n'est pas une guerre contre le terrorisme, qui est une guerre contre les pays arabes, essentiellement. Le terrorisme, au contraire, est soutenu par les États-Unis. Le terrorisme est justement un de leurs instruments pour l'utilisation contre leurs adversaires. En réalité, c'est une poursuite d'une guerre contre les pays arabes, contre les peuples arabes, de concert avec Israël, dont c'est la politique d'ailleurs, à partir des années 80, et on a cette offensive qui continue sous de nouvelles formes, avec le prétexte que c'est contre le terrorisme et contre l'islamisme militant. En fait, c'est contre les pays arabes. L'objectif, c'est le contrôle de la région à des fins impérialistes bien connues dans l'histoire, mais utilisant un nouveau prétexte, le prétexte étant l'islam. Alors, le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils échouent. En 2003, ils tentent de prendre le contrôle de l'Irak. Ils ont, en 2001, tenté de prendre le contrôle de l'Afghanistan. Et dans les deux cas, ils ont échoué. Ils ont fait un étalage de leur force militaire. Disons que ça allait être une promenade très facile. On a des armes merveilleuses. On va atteindre notre but. Ils n'ont pas atteint leur but. Grande surprise. Et c'est la compréhension que les invasions et les occupations classiques par des armées étrangères, comme l'Angleterre, la France, le faisait autrefois, n'est plus possible. Ils sont donc obligés de changer de méthode. Et ils changent de méthode en faisant des guerres par procuration, en se servant de supplétifs qui feraient la guerre à la place de leurs armées n'ayant pas réussi à contrôler l'Afghanistan et l'Irak. Il faut donc utiliser d'autres agents. Ces agents sont les djihadistes. Et les guerres désormais deviennent non pas des guerres d'occupation classiques, mais des guerres de déstabilisation. Le démantèlement des États, le démembrement des sociétés, pour les affaiblir sans forcément pouvoir les contrôler. Le résultat, ils ont été inspirés évidemment par ce qui s'est passé en Libye. La Libye, c'est l'effondrement d'une société, l'effondrement d'un État sous la pression de l'OTAN. Et on applique ce même scénario en Syrie. La Syrie, c'est l'exemple même d'une guerre par procuration contrôlée par les États-Unis, leurs alliés occidentaux, Grande-Bretagne et France, et leurs alliés locaux, avec comme objectif d'arriver à leur fin, de démembrer la société syrienne à travers l'usage de djihadistes plutôt que l'armée américaine qui ne serait pas capable de le faire de toute façon. Le résultat est le suivant. Le déplacement de population. Des milliers, centaines de millions de Syriens sont déplacés. On a alors le phénomène d'émigration en masse à cause de cette nouvelle politique ou cette nouvelle stratégie de démembrement des États et de déstabilisation des sociétés. D'où alors l'arrivée de larges groupes, nombreux de populations qui ont été déracinées par l'action impériale et impérialiste d'une grande puissance. C'est vraiment tellement de gens qui se trouvent dans des pays étrangers, arrivés dans des circonstances très pénibles pour elles, et on est donc, on constate qu'il y a des gens qui ne pas terminer avant moins de deux. Alors ces populations sont désormais islamisées, parce que le phénomène de l'islamisation
a pris le dessus depuis les années 70, et ces populations qui déplaçaient portent en elles ce phénomène d'islamisation. Elles portent en elles ce fait que désormais les pratiques religieuses, l'identité religieuse fait partie de leur quotidien, fait partie de la vie sociale. C'est là le phénomène nouveau depuis les années 70. Ces populations des années 70, si elles avaient été déplacées, n'auraient pas été religieuses, n'auraient pas porté de marques religieuses particulières. Elles les portent parce que ces sociétés ont été islamisées. Elles ont été envoyées à leur passé parce qu'on a détruit leurs rêves mondialistes. On a détruit leurs ambitions, leurs aspirations contemporaines. Ils sont revenus à un ancrage classique, un ancrage ancien, qui est la religion, qui est l'islam, et c'est parfaitement compréhensible. Parce que le projet national, le projet laïque, a été battu en brèche. Donc on a deux phénomènes. Les guerres qui déplacent les populations, et ces populations ont été islamisées parce que le projet national laïque mondialiste a été battu en brèche, affaibli, a été discrédité par ses propres faiblesses naturellement, mais aussi des attaques occidentales. Les attaques américano-israéliennes jouent un rôle majeur dans le retour de l'islamisme. C'est le retour de l'islamisme, c'est justement ce remplacement du projet national attaqué par États-Unis, Israël et d'autres pays occidentaux naturellement. Mais c'est l'explication de ce que nous avons devant nous. Des sociétés démantelées et des populations ramenées à des pratiques qui étaient résiduaires durant les années 60, mais qui reviennent à la surface. Voilà le contexte dans lequel se déroule la discussion sur laquelle nous avons. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Samir. Et maintenant...